Je suis Jannick Brunet. J'ai l'honneur de vous présenter notre conférencier de ce midi. Puis il va nous présenter une vidéo, un webinaire sur le graphique cible. J'aimerais vous présenter M. Martin Carignan, qui est un associé chez le groupe Conseil Différence, qui sont spécialisés en statistique et en amélioration continue. Ça fait plus de 20 ans qu'il œuvre avec le groupe Différence. Il possède une maîtrise en statistique et un MBA aussi. Personnellement, je connais Martin puisqu'on travaille ensemble dans la section Montréal francophone. Cette conférence vous est gracieusement offerte par la division statistique en collaboration avec l'ASQ Montréal francophone, section 0404. Et Martin va nous entretenir. Personnellement, je connais Martin, il est très agréable. C'est probablement la seule personne que je connais qui est capable de rendre les statistiques le fun. Puis on a juste le goût d'en entendre plus à tous les jours. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec M. Martin Carignan. Bonjour tout le monde. La présentation d'aujourd'hui, les objectifs du webinaire, ça va être en fait de découvrir un outil qui est quand même assez simple et efficace, qui permet de comparer la capacité de différents procédés, processus à rencontrer les spécifications. Et aussi, ça va servir à présenter assez rapidement quand même et à séparer les processus qui sont performants de ceux qui le sont moins et à diagnostiquer la raison de la non-performance. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de variabilité qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à rencontrer les spécifications ou c'est parce que le procédé n'est pas bien centré par rapport aux spécifications ou l'ensemble des deux? Ce qu'on va couvrir ensemble aujourd'hui, c'est en premier, je vais vous faire un rappel ou un petit sommaire de ce que c'est que la capacité d'un procédé. On va voir la notion de variation à court terme et à long terme, ce qui va nous amener à revoir ensemble aussi les 4 indices de base en analyse de capacité, que sont le CP, CPK, PP et PPK. On va voir aussi au travers de ça la notion de normalité et faire le lien entre ces indices de performance-là et le pourcentage de non-conformité qu'on peut retrouver dans un procédé. Après avoir revu tout ça ensemble, je vais vous présenter c'est quoi le graphique cible et à la fin, avec des exemples, vous montrer des applications du graphique cible lorsqu'on a plusieurs produits qu'on veut comparer. Donc, c'est quoi la capacité d'un procédé? Ben, c'est une mesure de notre capacité à rencontrer les specs. Par exemple, si j'ai un client qui a un produit, et sur ce produit-là, ce qui est important pour le client, une des caractéristiques importantes, c'est la force. Et par exemple, le client aimerait avoir un indice de force entre 300 et 400. Bien, à ce moment-là, la capacité de mon procédé, ça va représenter à quel point moi, je suis capable de rencontrer, ou le procédé est capable de rencontrer ces spécifications-là. Donc, est-ce qu'on est souvent à l'extérieur plus bas que 300? Est-ce qu'on est souvent plus haut que 400? Ou est-ce qu'on est pas mal tout le temps entre 300 et 400? Dans les indices de capacité, il y en a 4 qu'on va voir, le CP, CPK, le PP et le PPK. Et si je commence par la différence entre l'indice qui a un P versus l'indice qui a un PK, donc comme indice. Comment on calcule, par exemple, un CP où vous allez voir un PP, c'est très similaire, c'est la façon dont on estime sigma qui va changer. Mais par exemple, si on calcule un CP, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va regarder la différence entre ici USL qui vient de l'anglais, qui est Upper Spec Limit, moins LSL, le Lower Spec Limit. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on regarde avec ça la largeur de nos specs. Et on va diviser ça par 6 fois sigma, ou 6 fois l'écart type, entre autres. On sait qu'un procédé, si la distribution de nos données est relativement normale, quand on prend la moyenne plus ou moins 3 sigma, en général, ça devrait inclure autour de 99,7% de nos résultats. Donc, en fait, la distance plus ou moins 3 sigma, ça inclut pas mal toutes les données du procédé. Donc, quand on prend une valeur de 6 sigma,
qui est le plus ou moins 3 sigma, ça représente en fait donc la variation qu'on peut s'attendre dans notre procédé. Donc à la fin, ce ratio-là, en fait, qu'est-ce qu'il est? C'est la largeur de nos spécifications divisé par la largeur de la variation qu'on s'attend sur notre procédé. Donc, en théorie, si on a un indice de CP de 1, c'est que notre procédé varie à peu près de la même largeur que nos spécifications. Le CPK, quant à lui, le calcul est un petit peu plus compliqué parce que lui, dans ce calcul-là, on va considérer où se trouve notre moyenne par rapport aux spécifications. Fait que si on se rappelle, le CP, on fait juste garder largeur sur largeur. Donc, on ne se soucie pas en fait d'où se trouve le procédé par rapport au spec. On fait juste comparer la largeur des specs versus la largeur du procédé. Pour le CPK, là, on se soucie d'où se trouve le procédé et on va l'estimer par la moyenne. Donc, c'est pour ça que dans la formule, on voit qu'on va comparer la moyenne mu du procédé, sa distance avec la spécification inférieure, LSL. Et on va aussi comparer, juste à droite, l'upper spec limit, donc la spécification supérieure, comparée à la moyenne. Et on va regarder, en fait, lequel des deux a la distance minimum. Parce que plus on se trouve de la spec, plus il y a de chances qu'on sorte de la spec. Donc, c'est le pire cas qu'on va regarder. Et étant donné qu'on regarde chaque côté séparément, plutôt que de diviser par 6 sigma, ben on va diviser par 3 sigma. On regarde donc chaque moitié séparément. Encore une fois, dans ce cas-ci, si on a un chiffre de 1, ça représente qu'on varie à peu près comme la largeur de nos specs. Je vais vous présenter ici différents cas pour un peu visualiser ce que c'est que les différentes valeurs en fait de CP et de CPK. Ici, je commence par un procédé où on a une spécification inférieure qui est à 7, une spécification supérieure qui est à 13, et notre procédé est représenté par la courbe bleue. Donc, ce procédé-là a en gros une moyenne de 10 et un écart type de 1. Et c'est le procédé que j'ai simulé. Et ce procédé-là, si on regarde la largeur de nos specs USL moins LSL, c'est une largeur de 6. Étant donné que l'écart type, c'est 1, si je fais 6 fois l'écart type, ça donne aussi une valeur de 6. Donc, en fait, c'est comme dire que mon procédé, sa variation est la même que la largeur des spécifications. Donc, ça donnera un ratio de 1. Et le CPK, parce que mon procédé est centré, si je regarde la distance de ma moyenne par rapport à la spec inférieure ou par rapport à la spec supérieure, c'est la même, c'est 3. Et si je divise ça par 3 sigma, ben, ça donne aussi une valeur de 1. Donc, ceci, ça représente un procédé qui aurait une capacité de 1. Du côté gauche, encore une fois, j'ai représenté un procédé qui est parfaitement bien centré. Et une des caractéristiques quand le procédé est parfaitement bien centré, c'est que la valeur du CP est égale à la valeur du CPK. Et ce qu'on voit, c'est que là, on a une valeur qui est au-dessus de 1. Donc, que mes specs sont plus larges que vraiment plus larges que mon procédé. Et ce qu'on voit là, le procédé que j'ai simulé encore, c'est celui qui est en bleu pâle. Et j'ai simulé donc un écart type qui était beaucoup plus petit. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec un CP plus élevé, donc d'une valeur ici de 1,5, ben, ça indique que mon procédé est encore plus capable de rencontrer les specs. Et de l'autre côté, j'ai simulé l'inverse, c'est-à-dire un procédé qui est toujours parfaitement centré, mais cette fois-ci qui varie plus. Donc, ce qu'on voit, c'est que la variation du procédé est à peu près le double, en fait, de celle de la largeur des specs, qui fait en sorte qu'on a une capacité, dans ce cas-ci, une capacité, excusez, de 0,5. Maintenant, je pars de mon procédé qui a une capacité de 1. Qu'est-ce qui arrive si, par exemple, je prends le même procédé, mais dans cet exemple-ci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé les specs. Donc, plutôt que les specs soient de 7 à 13, j'ai dit, supposons que la spec, c'était de 10 à 16. Donc, dans ce cas-ci, le procédé est vraiment pas bien centré par rapport aux specs. Donc, étant donné que c'est juste, il n'y a rien qui a changé à la variabilité, le CP est toujours de 1. Donc, la variabilité de mon procédé est à peu près la même que la largeur des specs. Par contre, le CPK
devient 0 parce que là, je suis décentré. Et si on regarde la formule, on va prendre la moyenne moins la limite inférieure de spécification. Et dans ce cas-ci, puisque la moyenne est sur la limite inférieure, ça donne 0. Donc ça, c'est un cas où j'aurais un CPK de 0, mais un CP de 1. Et si on pousse ça encore plus loin, donc la spec n'est plus de 10 à 16, mais elle est rendue de 11 à 17. Cette fois-ci, même la moyenne de mon procédé est complètement à l'extérieur de la spécification inférieure. Donc, en théorie, c'est un procédé qui va générer beaucoup de défauts. Et encore une fois, son CP reste de 1 parce que c'est la largeur du procédé est à peu près la même que la largeur des specs. Par contre, le CPK devient même négatif parce que là, ma moyenne est même plus basse que la spécification inférieure. Donc, je parle depuis tantôt de CP, CPK, mais on a 4 indices, en fait, assez standards dans les analyses de capacité, qui sont le CP, CPK, mais aussi le PP, PPK. Et la différence, ici, on la voit plus en gras. Donc, la différence entre ces deux indices-là, c'est comment on estime la variation. Dans le cas du CP ou du CPK, pour estimer la variation, en fait, on ne prendra pas l'écart type, on va prendre la variation à court terme. Donc, si moi, ce qui m'intéresse dans mon procédé, ce sont, par exemple, ce que je regarde, c'est des données individuelles. Par exemple, une donnée à chaque heure de qualité, bien, la variation à court terme va souvent être estimée par l'étendue entre chacune de mes données successives. On appelle ça des étendues mobiles, ou en anglais des moving range. Et l'indice de performance, quant à lui, va regarder la variation totale qu'on a vue. Qu'on peut aussi appeler variation long terme, mais c'est plutôt l'ensemble de la variation qu'on a vue. Et ça, on va l'estimer par l'écart type. Donc, ici, je vais vous faire un exemple. C'est sûr qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de lignes et beaucoup de choses, mais on va focuser sur le principal ici. Donc, je vous amènerai en premier à regarder en haut à gauche. Ça, c'est un graphique de suivi. Donc, c'est les données en ordre chronologique. Chaque point gris représente une donnée dans le temps. Sur ce graphique-là, ce qu'on a représenté, c'est la force, un indice de force. Les lignes qui sont en rouge représentent les attentes du client. Donc, on a au milieu la ligne qui s'appelle Target, qui est la cible qu'on aimerait atteindre. Donc, c'est là qu'on aimerait être en moyenne. Et on a mis une spécification inférieure qui s'appelle le LSL, qui se trouve autour de la valeur, sur la valeur 400. Et une spécification supérieure qui se trouve à la valeur 600. Donc, on aimerait que notre force se retrouve entre 400 et 600. Sur ce graphique-là, on voit après ça, si je vous amène aux lignes pointillées noires, qui sont les lignes les plus larges, qui vont à peu près de 300 à 650. Ça, c'est la variabilité représentée en prenant plus ou moins 3 fois l'écart type des données. Donc, en gros, on sait que ça, c'est censé inclure 99,7% de nos données si la distribution est normale. En fait, ça inclut donc la grande majorité des données. C'est ce qu'on voit. Il y a juste que quelques observations qui sont à l'extérieur des droites pointillées. Donc, ces droites-là pointillées représentent l'écart type et sont calculées à partir de l'écart type. Ça représente donc la variation qu'on a observée sur ces données-là. Si je vous amène aux droites bleues, ça, ce sont ce qu'on appelle les limites de contrôle. Donc, ces droites-là représentent la variation à court terme, donc la variation qui serait attendue si le procédé était stable. Comment on a estimé cette variation-là à court terme? C'est en prenant la différence entre chacun des points successifs. On appelle ça des étendues mobiles. Donc, si on revient à nos indices de capacité, là, je vous amènerai à l'histogramme qui est juste à droite. Sur cet histogramme-là, donc, on a représenté l'ensemble des données. Les deux droites en rouge, comme sur le graphique, représentent nos spécifications. Et on a deux courbes qui sont ajustées sur les données. La courbe pointillée noire représente la variation actuelle. Donc, c'est celle qui semble, en fait, potentiellement, en théorie, qui devrait ajuster le mieux les données. Et la courbe en bleu représente la variation qu'on devrait avoir si on n'avait que de la variation à court terme dans le procédé. Donc, une autre façon de parler, c'est de dire si le procédé finalement était stable, donc sans cause assignable. Ce qu'on voit à l'œil sur ce graphique-là, c'est que
la courbe pointillée est un peu plus aplatie. Et si on regarde l'aire qui se trouve à l'extérieur de la spécification, ben on a un aire un petit peu plus grande en dessous de la courbe pointillée, qui fait en sorte que donc on s'attend à plus de défauts en considérant notre variation actuelle. Et la courbe en bleu, l'aire qui se trouve sous la courbe à l'extérieur des spécifications, c'est un peu plus petit. Donc, ça nous indique qu'on s'attendrait en théorie à avoir moins de défauts si notre procédé variait uniquement avec les causes normales de variation sans qu'il y ait de cause spéciale. Donc, uniquement la variation à court terme. Et dans plusieurs logiciels, en anglais, on va appeler la variation à court terme le within. C'est ce qu'on voit dans le tableau à droite. On voit within sigma dans Process Summary, juste à droite de l'histogramme. Et on va appeler la variation qu'on estime à partir de l'écart type le overall sigma. Donc, si on résume ce qu'on vient de voir. J'aurais une question. Oui. Si tu retournes à la page précédente, tu as un histogramme qui est assuré en vert. Ça signifie quoi? La colonne qui est assurée en vert. Oui. C'est ça? La colonne entre 500 et 525 qui est assurée en vert dans l'histogramme? Oui. Ça, c'est juste, c'est que en fait, c'est rien de pertinent pour ce cas-ci. C'est dans ce logiciel-là que j'ai utilisé pour bâtir ça, qui s'appelle JMP. Quand on choisit une colonne de données, ça l'assure en vert. C'est juste que j'ai choisi, moi, j'avais comme cliqué sur la colonne pour voir les données entre 500 et 525 se trouvent où. Puis si vous regardez à la gauche sur les graphiques, c'est les points qui sont noirs foncés. Mais ça n'a pas vraiment de lien avec l'analyse de capacité que je présente ici. C'est juste une caractéristique de ce logiciel-là qui fait que tous les graphiques sont reliés ensemble. Parfait. Je vais juste me permettre de dire à tous les participants, si vous avez des questions, vous les rentrez dans le chat du logiciel et je vais les communiquer à Martin. Et aussi, n'hésitez pas parce que je vais répondre à vos questions au fur et à mesure parce que c'est important pour moi qu'on suive tout au long de la présentation pour ne pas être perdu à la fin. Là. Merci. Donc, si on revient à nos indices de capacité, on a dit qu'on en avait 4, le CP, le CPK, le PP, le PPK. Donc, si on les résume ici dans ce tableau-là, les indices, si on regarde la colonne à gauche, CP versus CPK, qu'est-ce qui caractérise ces indices-là? C'est qu'on va utiliser la variation à court terme, ce qu'on appelle le within. Donc, dans le cas de données individuelles, la variation d'un point à l'autre. Si on relie ça au contrôle statistique de procédé, on peut dire que c'est la variation qu'on devrait s'attendre si le procédé était stable. Donc, c'est ce qu'on utilise pour calculer le CP-CPK. Si on regarde du côté droit, du côté du PP-PPK, la différence, c'est que plutôt que de supposer la variation du procédé s'il était stable, on va prendre dans le calcul la variation qu'on a vraiment observée, donc en utilisant l'écart type. Si on regarde maintenant au niveau des lignes, la différence entre CP, PP versus CPK et PPK. Du côté CP et PP, dans ce cas-là, on fait juste regarder la largeur de nos specs versus la largeur de la variation du procédé sans se soucier d'où on était. Donc, en fait, c'est comme un peu, quand on regarde cet indice-là, assumer quelle serait notre capacité si on était centré. Parce que ça nous donne finalement le meilleur cas possible. Ça ne nous pénalise pas si on est décentré. Versus le CPK et le PPK, parce que dans la formule, on regarde la moyenne. Cette fois-ci, si on est décentré, l'indice, on va être pénalisé dans le calcul de l'indice. Sachant ça, donc parmi les 4 indices, celui qui va être, que je vais qualifier l'indice optimiste, ce serait le CP. Pourquoi il est optimiste? Parce que premièrement, il va assumer qu'on est centré, quand peut-être on ne l'est pas, et plus on est décentré, souvent plus on va avoir de produits non conformes. Et en plus, il ne regarde pas la variation qu'on a réellement eue. On suppose que notre procédé est stable et qu'on avait juste la variation normale. Donc, c'est pas mal le meilleur cas possible. Ça suppose un procédé centré et stable. Fait que ça nous donne un peu finalement le potentiel si notre procédé était stable et centré. Mais c'est souvent un indice qui est un peu plus optimiste. Versus le PPK que je vais appeler le réaliste. Parce que lui utilise vraiment la variabilité qu'on a observée
et regarde où j'étais par rapport à mes specs et donc va me pénaliser si j'étais décentré. Les indices de capacité qu'on connaît, donc les CP, CPK, PP, PPK, on peut associer la valeur de la capacité à un pourcentage ou des parties par million de non conformes. En théorie, on a vu, plutôt dans le calcul et avec les exemples, que plus l'indice de capacité est haut, plus mes specs sont larges par rapport à la variation de mon procédé. Donc, plus je vais avoir probablement des produits qui vont être à l'intérieur des specs, parce que mon procédé varie moins que mes specs. Donc, plus l'indice de capacité est haut, plus le procédé, en théorie, est bon. Je vais regarder avec vous quelques indices et regarder en fait à quoi, en théorie, combien de parties par million de non-conformité ça correspond. Par exemple, on voit, si on a un CP de 1, excusez-moi, je vais commencer par le CP de 0.5. Si on a un CP de 0.5 sur un procédé qui est stable, par exemple, cet indice-là, si on suppose une distribution normale toujours, équivaudrait, dans le cas d'une distribution normale, à 133 600 défauts par million. Donc, en fait, à 13% de défauts. Un CP de 1 équivaut à 2700 défauts par million, donc à peu près 0.3% de défauts. Et un CP de 2, ben là, il faut vraiment y aller en défauts par million, c'est 0.0018 défauts par million. Donc, on voit qu'un CP de 2, donc plus le niveau du CP est élevé, plus notre procédé est capable de rencontrer les specs. Une façon visuelle de le voir, ici, je vous ai représenté graphiquement un procédé qui a un CP et un CPK, qui sont les deux 2.5, et les deux sont égaux, encore une fois, parce que le procédé est centré. Donc, mon CPK ne me pénalise pas parce que je suis décentré, je suis parfaitement centré. Donc, les deux me donnent la même valeur. Et dans ce cas-là, on voit avec 0.5 que si on regarde combien ça devrait me générer de défauts, donc combien d'observations à l'extérieur des specs, ben, je devrais avoir approximativement 6,7% des observations sous ma spec inférieure et 6,7% des observations au-dessus de ma spec supérieure, qui ferait un total de 13,4% de défauts. Une des choses ici, un des messages que je veux passer, c'est que faut faire attention. Il y a certaines personnes qui ne sont pas conscientes de ce phénomène-là, que pour une même valeur de CPK, ça peut correspondre à un pourcentage très différent de défauts. Et je vais vous démontrer ça par un exemple. Premièrement, ce que je vais appeler CPL, c'est la portion du CPK où on se compare par rapport à la spécification inférieure. Et le CPU, bien, ça va être la partie du CPK où on se compare à la spec supérieure. Et on sait que le CPK, on prend le minimum entre les deux. Premier cas qu'on va regarder ensemble, supposons que j'ai un procédé où le CPL est égal au CPU qui est égal à 0.5. Donc, en fait, c'est le cas où mon procédé est parfaitement centré. Dans ce cas-là, combien je devrais voir de défauts? Bien, mon CPL de 0.5 correspond à 66 807 défauts, donc d'observations qui vont être plus petites que ma spec inférieure. Mon CPU, 66 807 observations qui vont être plus grandes que la spec supérieure. Donc, pour un total, quand j'additionne les deux, de 133 600 défauts, qui est mon 13% de défauts qu'on avait vu auparavant. Maintenant, deuxième cas, j'ai un CPL de 0.5. Donc, j'ai des observations en dehors de la spec inférieure certainement. Et j'ai un CPU de 1, qui fait que ce que je rapporte, c'est le CPK. Je vais prendre le minimum entre les deux. Donc, c'est un procédé qui aura un CPK de 0.5. Qui en fait et celui d'en haut, le premier cas qu'on a fait, avait aussi un CPK de 0.5. Mais cette fois-ci, mon CPK de 0.5 provient d'un procédé avec un CPL de 0.5 et un CPU de 1. Si on regarde en termes de pourcentage de non-conformité,
Le CPL de 0,5, on l'a vu tantôt, correspond à 66 000 défauts par million. Et le CPU de 1, lui, correspond à 1350 défauts par million. Parce que quand j'ai un CPU de 1, je suis vraiment quand même relativement loin de ma spécification supérieure, donc beaucoup moins de défauts de ce côté-là. En fait, c'est un procédé qui serait décentré et dont la moyenne serait plus près de la spec inférieure. Mais dans ce cas-ci, mon nombre total de défauts est de 68 000. Contrairement à tantôt qui était 133 000. Donc, je compare 13 de défauts à 6 de défauts pour la même valeur de CPK, 0,5. Donc, si un de mes fournisseurs me dit que ce qu'il me fournit, ça a un CPK de 0,5, bien, dépendant c'est dans quelle situation, ça pourrait passer de 13 de défauts à peu près 7 de défauts, dépendant dans quelle situation on se trouve. Donc, encore une fois ici, je vous représente graphiquement le premier cas, où on a un CP qui est égal au CPK qui est égal à 0,5, où on a 13,4 de défauts. Et ça ici, c'est le deuxième cas. Donc, on voit vraiment que le procédé est beaucoup plus près de la spécification inférieure, qui fait que c'est de ce côté-là qui fait qu'on a un CPK de 0,5. Par contre, dans ce cas-ci, notre CP est de 1 et qui fait qu'on a, au bout de la ligne, un total de 6,8 de défauts. Encore une fois, mon message ici, ce que je veux qu'on retienne, c'est que pour une même valeur de CPK, en réalité, ça peut correspondre à des pourcentages de défauts qui peuvent quand même varier beaucoup. Là. Ici, on parle pratiquement du double de défauts. C'est-à-dire la différence entre 6,8 et 13,4 de défauts. Là. Finalement, donc ça, c'était la revision de la partie sur les indices de capacité. Maintenant, le cœur de la présentation, c'est un outil graphique qui peut aider à rapidement comparer la capacité de plusieurs procédés et processus, et pas juste les comparer, mais aussi avoir une idée de ce qu'on pourrait faire pour améliorer la capacité si jamais la capacité n'est pas acceptable. Le nom de ce graphique-là, on l'appelle le graphique cible, ou si jamais vous voulez faire des recherches en anglais, on l'appelle aussi le goal plot. Comment ce graphique-là, mon expérience avec les clients, c'est que au début, les gens, faut prendre quand même un temps pour l'expliquer. Par contre, un coup que le graphique est compris et qu'on commence à l'utiliser de façon relativement récurrente, bien, rapidement, les gens s'habituent et après ça, on ne veut plus s'en passer là, parce qu'on a vraiment un très bon résumé de l'information, même si au départ, ça peut sembler un peu compliqué. Mais comme je vous dis, on s'habitue généralement assez rapidement. Comment ce graphique-là fonctionne? En fait, je vais commencer par sur l'axe des X ici, donc sur l'abscisse. On voit qu'on a la valeur de 0 qui est le centre. Et donc, après ça, on va du côté négatif ou positif. Cet axe-là représente quoi? Si on regarde la formule, c'est la différence entre ma moyenne, la moyenne de mon procédé, et la cible, qu'on va diviser par la largeur des specs. Pourquoi on divise par la largeur des specs? C'est pour être en mesure de comparer différents procédés qui auraient des specs différentes. Donc, on regarde en gros, par rapport à ma largeur des specs, à quel point je suis loin de ma cible. Ma moyenne est loin de ma cible. Donc, c'est une façon, en fait, de standardiser les résultats pour pouvoir comparer plusieurs procédés sur le même graphique. Mais cet aspect-là, parce que je regarde la différence entre ma moyenne et la cible, c'est l'axe qui va mesurer à quel point je suis centré ou décentré par rapport à ma cible. Sur l'axe des Y, je l'appelle l'axe de variabilité, parce que là, on va regarder l'écart type, donc la variabilité de notre procédé, qu'on va diviser encore par la largeur des specs pour encore normaliser les différents procédés. Donc, c'est un ratio d'écart type l'écart type par rapport à la largeur des specs. Donc, plus la valeur est élevée, plus mon procédé a une grande variabilité par rapport à la largeur des specs. Donc, en fait, moins c'est bon. Si je reviens sur l'axe des X, l'axe de décentrage, l'endroit où on aimerait se trouver, c'est à 0. À 0, c'est qu'on est vraiment dans le milieu de nos specs, on est sur la cible. Et plus on s'en éloigne, mais plus on est décentré par rapport à nos spécifications.
Maintenant, sur le graphique, on voit aussi un triangle. Le triangle, dans ce cas-ci, j'ai supposé que la capacité que je vise, j'aimerais avoir un indice de capacité de 1. C'est ce que j'aimerais avoir, c'est pour moi ce que je considère qui est bon. Le triangle représente les endroits où je peux me trouver en termes de décentrage ou en termes de variabilité qui me permettent d'avoir une capacité de 1 ou plus. Donc, quand je me trouve à l'intérieur du triangle dans la région jaune, j'ai une capacité qui est supérieure à 1. Si j'ai une observation, parce qu'on va mettre des points ensuite sur ce graphique-là, ça va être comme dans un diagramme en nuage de points. Bien, si mon point, mon procédé se trouve sur la droite, c'est que j'ai une capacité qui est égale à 1. Et lorsque je me retrouve à l'extérieur du triangle, dans ce cas-ci, j'ai une capacité qui est inférieure à 1. Donc, le monde idéal, c'est d'avoir l'ensemble de nos points qui représentent nos différents procédés à l'intérieur du triangle dans la zone jaune. Encore pour l'interprétation, il y a deux aspects qu'on regarde encore une fois qui peuvent avoir un impact sur la capacité. Mon centrage, qui est représenté par ça ici, à quel point je suis bien ou mal centré, et ma variabilité. Un centrage qui est parfait, je vais être à 0. Donc ça, c'est quand j'ai un centrage qui est parfait, et plus je me déplace ici de ce côté-là ou du côté positif, plus je suis décentré. Ici, la région qui est plus de couleur beige représente des endroits où, par exemple, si j'ai un procédé qui se trouve à l'intersection de 0,15 et à peu près moins 0,25, bien, ce que ça me dit, cette région-là beige, c'est que si je me dépasse, si je recentre mon procédé, bien, je pourrais me retrouver à l'intérieur du triangle. Donc, un point qui se trouve à l'intérieur de la région beige pourrait être ramené à l'intérieur du triangle en recentrant le procédé. Deuxième cas, si j'ai un point qui se trouve dans la région orangée, bien, dans la région orangée, ça représente les points où je suis à l'extérieur. Entre autres, une des raisons peut être à cause de la variabilité de mon procédé. Et quand je suis dans la région orangée, il est possible de se ramener à l'intérieur du triangle en diminuant sa variabilité. Donc, en ayant sur l'axe des Y une valeur plus faible de mon écart type versus la largeur des specs. Finalement, on a ici la totale en termes de couleur. Dans la région encore beige, on peut se ramener en se recentrant. Dans la région orangée, on peut se ramener dans le triangle, donc dans la capacité qu'on désire en diminuant notre variation. Et la région qui se trouve à l'intersection des deux, qui est comme d'un orangé différent, mettons, cette région-là, ben, c'est qu'on peut se ramener à l'intérieur du triangle, donc se ramener à la capacité qu'on désire, soit en diminuant notre variabilité, donc en amenant notre point plus bas sur l'axe des Y, soit en se recentrant, donc en amenant notre point plus près du 0 sur l'axe des X, ou une combinaison des deux. Maintenant, pour mieux comprendre l'interprétation du graphique, parce que je sais que là, c'est un petit peu théorique et peut-être un petit peu abstrait, on va y aller avec des exemples qui devraient aider. Donc, je vais commencer par un exemple où on a trois procédés qu'on veut comparer. J'ai le procédé A, où lui, ses spécifications sont entre 5 et 15. Le procédé B, entre 2 et 4. Et le procédé C, entre 7 et 30. Ça, ce sont les attentes du client, c'est les spécifications. En dessous, j'ai représenté notre performance actuelle sur ces trois procédés-là. Donc, si on regarde sur chacun des graphiques, les droites qui sont en rouge représentent les specs et la droite pointillée représente la variation ou finalement la distribution normale qu'on pourrait ajuster à partir des données qu'on a observées.
on voit que le procédé A, en fait, juste à l'œil ici, il semble assez bien centré. Si on regarde le rapport d'analyse de capacité en dessous, il y a quand même une capacité qui semble relativement bonne avec des indices, un PPK entre autres, qui est de 1,7. Donc, semble avoir une très bonne capacité et quand même semble assez bien centré. Le procédé B, lui, a une capacité qui est beaucoup moins bonne, qui est autour de 0,22 comme valeur de PPK. Et donc, semble vraiment varier beaucoup. Et en plus, semble pas non plus très bien centré. Et finalement, le procédé C semble moins problématique en termes de variabilité, mais semble avoir des problèmes. La plupart de ces défauts sont, entre autres, possiblement causés par un problème de centralité. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces trois procédés-là et on va les mettre sur le graphique cible. On se rappelle le procédé A. Le procédé A est un procédé qui est très bon. Et supposons, je suppose aussi que j'aimerais avoir une capacité de 1. Donc, ici, le procédé A a une capacité qui est au-delà de 1. Donc, c'est un très bon procédé selon mes exigences. Et sur le graphique cible ici, en fait, ce qu'on voit, il est un petit peu différent de celui que je vous ai montré tantôt. Il y a la zone verte, le triangle vert, où quand on se trouve à l'intérieur de ce triangle-là, on a une capacité de 1 ou plus. À l'intérieur du triangle jaune, mais si on ne rentre pas dans le vert, donc entre le vert et le bout du jaune, donc à l'intérieur finalement du jaune, dans la zone jaune, on a une capacité qui va être entre 0,5 et 1. Et dans la zone rouge, ça va être une capacité qui est en bas de 0,5. Donc, ce qu'on dit, c'est le vert, c'est 1, c'est vraiment l'idéal. Entre 0,5 et 1, on est plus ou moins satisfait et on trouve ça moyen. Et dans la zone rouge, en bas de 0,5, c'est vraiment inacceptable. Donc, encore une fois, si on regarde notre procédé A, il se trouve dans la zone verte et il se trouve aussi très près sur l'axe des X de la valeur de 0, qui est un indice qui est très bien centré. Et en plus, étant donné sa variation, bien, ça nous permet d'avoir une capacité au-delà de 1. Si on regarde le procédé B, on se rappelle, c'était le moins bon des trois. Et ce qu'on voit, c'est celui aussi qui est le plus éloigné du vert, de la zone verte. Il se trouve, en fait, c'est le seul qui est dans la zone rouge ici. Ce qui m'indique qu'il y a une capacité qui est plus faible que 0,5. Pourquoi cette capacité-là est si faible? Bien, on voit que oui, il n'est pas tout à fait centré sur le 0, donc il est légèrement décentré, mais aussi que sa variabilité, donc sur l'axe des Y, il se trouve beaucoup trop haut par rapport au triangle vert. Donc, juste par ça, on est capable de voir que si on voulait amener le procédé B à avoir une capacité au-delà de 1, bien, le recentrer ne serait pas suffisant. Ça m'amènerait probablement directement sur la zone jaune. Je dois absolument réduire sa variabilité si je veux espérer avoir atteint une capacité de 1. Si on regarde finalement le procédé C, bien celui-là, il y a, si je veux l'amener dans la zone verte, je vois que j'ai vraiment deux options possibles. Si je le recentre et je l'amène bien centré, on voit que si on déplace ce point-là de façon latérale vers la valeur 0 sur l'axe des X, il va être dans le vert. Donc ça veut dire le recentrer. Ou une autre façon, si je le baisse sur l'axe des Y, donc si je réduis sa variabilité, ben, je peux me retrouver aussi dans le triangle vert. Donc, pour améliorer le procédé C, je pourrais travailler sur son centrage et ou sur sa variabilité. Ça peut être soit l'un, soit l'autre ou les deux. De façon générale, en pratique, mon expérience me dit que c'est souvent plus facile de travailler sur la moyenne d'un procédé que sur sa variation. Donc, dans beaucoup de cas, probablement les gens, la façon dont ils amélioreraient la capacité de ce procédé-là, ce serait possiblement en bougeant la moyenne parce que c'est souvent la façon la plus facile de le faire. Mais ce n'est pas nécessairement la moins coûteuse. Donc, mais c'est certainement, dans plusieurs des cas, la plus facile. Donc, si on résume ça, juste d'un coup d'œil, on est capable de voir que A est dans le vert, donc ça nous dit très bonne capacité au-delà de 1. C est dans le jaune, donc capacité entre 0,5 et 1 moyenne, et on est capable de voir qu'on a deux façons de le ramener dans le vert.
Et le procédé B, très mauvaise capacité, en bas de 0,5 parce qu'il se trouve dans la zone rouge. Et cette capacité-là, si je veux espérer l'amener dans le vert, ben, je n'ai pas le choix de réduire ma variabilité parce que je suis beaucoup trop haut au niveau de l'axe DY. Je vais vous montrer un autre exemple où on va augmenter un petit peu le niveau de complexité, c'est-à-dire juste regarder plus de choses en même temps finalement. J'ai un fabricant de papier mouchoir qui suit la qualité de ses produits selon 4 marques et 2 indicateurs de qualité. Donc, il y a 4 marques différentes qu'on va regarder et pour chacune des marques, on va regarder le poids de base du produit, donc comment en fait son poids, et la force du produit. Et ce client-là aimerait que ces procédés ne dépassent pas 10% de défaut. Dépendant de l'industrie dans laquelle vous trouvez, peut-être vous trouvez que 10% de défaut, c'est beaucoup. Ça dépend toujours des différentes industries et des attentes. Mais dans ce cas-ci, et je fais exprès en fait parce que beaucoup de, je vais revenir un petit peu plus tard, mais beaucoup d'industries demandent des CPK de 1,33 par défaut. Je vais y revenir. Mais dans ce cas-ci, vraiment, ce qu'on s'attendait, ce qu'on aimerait, c'est avoir moins de 10% de défaut. Et 10% de défaut, ça représente, quand on le calcule, si on le convertit en PPK, ça correspond à un PPK de 0,55. Ou ça se peut qu'avec un PPK de 0,55, on ait aussi moins de 10% de défaut si le procédé était décentré, comme on l'a vu dans le calcul plus tôt. Pour une même valeur de PPK, ça peut correspondre à plusieurs pourcentages différents de défauts. Mais donc ici, si j'ai un PPK de 0,55, avec ça, en théorie, mon pire cas, c'est 10% de défaut. Il faut faire attention, on suppose toujours dans tous ces calculs-là que mes données suivent une distribution qui ne s'éloigne pas trop de la normalité. J'ai mis dans le tableau sur cette page-là les différentes spécifications par rapport au poids de base et par rapport à la force pour nos, en fait, c'est 5 marques différentes, A, B, C, D et E. Donc, en fait, dans ce cas-ci, il y a 10 indicateurs ou 10 variables dont j'aimerais évaluer la capacité. Mes 5 marques pour le poids de base et les 5 marques pour la force. Et ce qu'on veut, c'est identifier rapidement une de ces 10 variables-là qui dépasserait nos attentes, en fait, qui aurait au-delà de 10% de défaut. Et on a regardé les données sur la dernière année de production. Et c'est le graphique qu'on a obtenu. Encore une fois, il peut sembler avoir beaucoup de choses, mais ce qu'il faut regarder, c'est le petit carré. À côté du carré, on identifie la variable. Donc, dans ce cas-ci, puisque le PPK qu'on veut, le minimum qu'on aimerait, c'est 0,55, la zone qui est rouge correspond à un PPK qui est en bas de 0,55 et la zone qui est jaune va correspondre à un PPK de 0,55 à 1,1 qui est 0,55 fois 2 et la zone verte, c'est toujours la zone qui est le double du PPK, donc c'est une zone où j'aurai un PPK de 1,1 ou plus, qui serait extraordinairement bon. Donc, puisque mon attente minimale, c'est je vais au minimum 0,55 de PPK, ce que je vais regarder, c'est les observations qui se trouvent dans la zone rouge, qui ne rencontrent pas, donc qui, en fait, où je peux m'attendre à plus que 10% de défaut. Ce qu'on voit sur ce graphique-là, c'est que, et là, notre œil doit aller vers les observations qui sont le plus éloignées de mon triangle vert ou jaune. Et dans ce cas-ci, le poids de base de la marque E se trouve vraiment très éloigné. Ce qui fait que c'est vraiment mon pire procédé, c'est le pire cas. Donc, c'est celui qui a la capacité la moins bonne. Et j'ai aussi la force sur la marque A, qui a une performance qui n'est pas très bonne, la force sur la marque C non plus. Ceux qui rencontrent mes exigences minimales, donc mon PPK d'au moins 0,55, on voit ici qu'on a le poids de base de la marque D, le poids de base de la marque B. Et on a aussi ici l'observation sur le bout du triangle ici en haut, qui est la force de la marque B. Donc, en fait, la marque B semble pas si mal. Elle a une bonne capacité et pour le poids de base et pour la force.
mais la marque E, entre autres, est très peu performante au niveau du poids de base. Et par ça, ce qu'on est capable de voir, c'est que si je voulais améliorer la marque E, bien, pour l'améliorer, j'ai pas le choix. En fait, cette marque-là est vraiment, j'ai deux problèmes. Je suis beaucoup trop décentré parce que par rapport à mon 0 sur l'axe des X, je me trouve beaucoup trop loin. Et je varie beaucoup trop parce que sur l'axe des Y, je me trouve beaucoup trop haut. Donc, pour mon poids de base, il faudrait que je travaille et sur ma variabilité et sur mon centrage. Par contre, pour le poids de base de la marque C qui se trouve du côté droit, plus vers le bas ici. Donc, le poids de base de la marque C, celui-là, si je voulais le ramener dans le jaune, qui est mon minimum, bien celui-là, j'aurais deux options. Je pourrais soit le centrer, parce que ce que je vois, c'est qu'il est quand même légèrement décentré, ou je pourrais aussi travailler à réduire sa variabilité. En pratique, probablement le plus simple serait de recentrer. Il est possible aussi sur ce graphique-là d'ajouter un autre carré, qui est dans ce cas-ci un carré rempli, qui va être en fait l'équivalent d'un CPK. Parce que le point, comme ça qu'on voit le point qui est un carré qui est vide, représente, comme on le voit en bas à gauche ici, une valeur de PPK, qui était en fait qui est mon triangle. Et le PPK, ce qu'on fait, c'est qu'on a utilisé l'ensemble de la variation qu'on a observée dans nos données, c'est l'écart type. Si on met le triangle, pas le triangle, mais plutôt le carré plein, ça représente le CPK. Donc, quelle serait ma capacité si j'éliminais les causes spéciales de variation, si mon procédé était stable? Et juste en rajoutant ça sur le graphique, ce qu'on voit, c'est que en plus, le procédé, le poids de base de la marque E est fortement instable parce que j'ai un gros gain au niveau de ma variabilité, une grosse différence, en fait, quand je regarde mon écart type de l'ensemble de mes données versus la variabilité à court terme. Il est possible aussi de calculer, certains logiciels vont offrir ça, pour représenter finalement la distance entre ces deux carrés-là, entre la variabilité qu'on a observée et la variabilité stable, ce qu'on appelle un ratio de stabilité. En fait, où on va prendre l'écart type élevé au carré, donc pour faire la variation de nos données observées, et on va prendre notre écart type à court terme élevé au carré pour faire la variance à court terme, et on va faire le ratio des deux. Donc, plus la variabilité observée, plus le numérateur va être élevé versus le dénominateur, c'est plus la variabilité que j'ai observée est grande par rapport à la variabilité à court terme que je m'attends si mon procédé était stable. Donc, le ratio de stabilité, plus il est élevé, en fait, plus ça indique un procédé qui est instable. Plus il se rapproche de 1, plus mon procédé est stable. Parce qu'un procédé qui est stable, en fait, c'est un procédé dont la variation observée est la même que la variation à court terme. Si on regarde le rapport sur l'ensemble de ces indices-là, je vous amène ici, on a donc dans les différentes colonnes quel est le procédé, donc dans le tableau en bas, la spécification inférieure, la cible, la spécification supérieure, quelle a été la moyenne, le overall sigma, c'est la variabilité à long terme, la variabilité observée. On a aussi le rapport, le ratio de stabilité. Et qu'est-ce qu'on remarque pour la marque E? C'est celui avec de loin le ratio de stabilité qui est le plus élevé. Donc, en fait, c'est le plus instable. Et on le voyait bien par la distance entre les deux points ici, qui est la variabilité observée versus sa variabilité s'il était stable. Ce qui indique donc un procédé fortement instable. Et aussi, ce qu'on remarque, c'est que la variabilité qu'on s'attend de voir en supposant une loi normale a quand même, plutôt pas la variabilité, le pourcentage de données hors spec qu'on s'attend de voir si les données suivaient une distribution normale est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on a réellement observé. Donc, ce qui peut amener du questionnement par rapport à ce procédé-là qui est le poids de base sur la marque E. J'ai donc regardé plus en détail le poids de base sur la marque E et ce qu'on voit, c'est que en fait, sur ce graphique-là, c'est les données en ordre chronologique. Et on voit qu'il y a eu un changement majeur au niveau de la moyenne. Les barres bleues représentent les spécifications. Et si on regarde les dernières données,
Ben, le dernier bout du procédé, on est beaucoup plus souvent à l'intérieur des spécifications et on est beaucoup mieux centré. Donc, mon système a vraiment changé dans le temps. Ce qui peut nous amener à dire, ah, peut-être si on refaisait l'analyse de capacité, mais juste en utilisant les données en fait, ça correspondait ici aux données des 2 derniers mois. Voir quel est l'impact sur la capacité maintenant. Donc, pour plus représenter la capacité actuelle suite à ce changement-là. Bien, on a refait l'analyse sur l'ensemble des données, non pas en utilisant toute l'année au complet, mais en utilisant uniquement les 2 derniers mois. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'avec le changement qui a été fait, maintenant, le poids de base de la marque E est plus notre pire cas, c'est plus notre pire système. En fait, c'est la force de la marque A qui, dans les 2 derniers mois, était vraiment le système qui a le moins bien performé. Par contre, mon poids de base pour la marque E n'a toujours pas la capacité que j'aimerais. Et pour atteindre, il est maintenant relativement bien centré parce qu'il se trouve près du 0, le poids de base de la marque E. Et donc, pour atteindre la capacité de 0,55, il faudrait que je réduise sa variabilité. C'est la seule façon d'atteindre cette capacité-là. Martin, j'ai quelques questions. Oui. Puis je suis un peu en retard, je m'en excuse. Je vais donner, je ne sais pas si je suis capable de donner la parole à Rosaire qui avait une question. Je vais juste essayer, voir si ça marche. Rosaire, tu devrais être capable de poser tes questions. OK. Étant donné que dans nos formations, le Lean Six Sigma Black Belt, là, il y a un des éléments, puis je le voyais tantôt graphique, là, quand on ne fait pas de calcul de CP-CPK si on n'est pas en contrôle. Puis la carte de contrôle le démontre. Dans la démonstration, moi, c'est comme si j'arrêtais de dire non, on n'est pas en contrôle, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Quelle est la cause de signal sur laquelle on doit travailler? Après, lorsqu'on sera en contrôle, on fera les calculs. Je ne pense pas que c'est une façon plus adéquate d'attaquer un problème comme ça. Hello? Oui, je suis là. Donc, la question, Rosaire, c'est? C'est de ne pas faire de calcul CP-CPK si on n'est pas en contrôle. Es-tu d'accord avec ça? Ben là, en fait, plus ou moins. Ta carte de contrôle que tu nous as montré au début, là, je pense à page 5 de ton. Avait des. On n'était pas tout graphique d'une carte de contrôle, puis qui démontre qu'on n'est pas en contrôle, ben ça, là, on ne devrait pas. C'est pas ça. Excuse. Oui, je vais revenir. C'est celui-là ici. Oui. Donc, si on a des points hors contrôle, dans mon esprit, là, on devrait identifier, puis ensuite se mettre en contrôle, ensuite faire les calculs. Es-tu d'accord avec ça, comme approche? Non, pas tout à fait, en fait. Je suis avec toi dans le sens que, en fait, ce que je pense que tu exprimes, c'est de dire que tant que mon procédé n'est pas en contrôle statistique, il est instable. Donc, d'évaluer sa capacité aujourd'hui, ça représente pas du tout la capacité, pas nécessairement en fait, et probablement pas la capacité future parce qu'il est instable. Donc, il y a des causes de variation qu'on ne contrôle pas qui viennent l'affecter. Donc, le portrait qu'on a de la capacité aujourd'hui peut être très différent demain. Exact. Pour ça, je suis avec toi. Par contre, juste en termes de, moi, si je suis un responsable de qualité dans un département, et mon but, c'est de pouvoir prioriser sur quoi je devrais travailler en premier. Bien, je pense que même de calculer un indice de capacité comme un PPK, même sur un procédé qui est instable, sachant que peut-être dans le futur, le PPK va être différent, bien, ça fait au moins, ça me diagnostique sur au moins quelle a été ma capacité sur au moins les données que je regarde présentement, là. Donc, entre autres, par exemple, dans ma dernière année. Fait que pour moi, ça dépend toujours c'est quoi nos attentes par rapport au calcul qu'on fait. OK. C'est embêtant comme approche, mais j'accepte le point de vue. Si tu regardes à posteriori, voici des données qu'on a, ça a l'air de quoi? Là, on regarde qu'est-ce qu'on a et non pas, on est en compte, on se place en situation de contrôle, puis là, on examine notre indice de capacité.
l'autre point, tu utilises IMR, alors que dans une des... Je peux comprendre IMR dans le cas où on a peu de données. Mais dans les cas où on est en production, puis est-ce que les cartes XBAR ne seraient pas préférables? Ah, ben là, c'est qu'on pourrait rentrer. Je vais répondre quand même rapidement parce qu'on rentre dans la notion de regroupement rationnel. Oui, oui. Et là, oui, des fois, la carte XBAR pourrait être préférable. Parce que ton within, tu l'aurais automatiquement là, avec ton airbar. Oui, mais c'est ça, c'est dans le cas où il y a une logique à regrouper les données pour calculer donc une moyenne sur un sous-groupe et un écart type ou un étendu sur un sous-groupe. Par contre, il y a des cas où c'est peut-être moins. Fait que c'est ça, ça dépend du regroupement rationnel. Comme un exemple, si moi, mon test de. Oui, si tu as plusieurs machines, on sépare les machines, puis si tu as plusieurs fournisseurs de matières premières, il y a peut-être quelque chose qu'on doit faire là-dessus. Là, oui, s'il y a des variations qui sont assignables, il faut les séparer pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'on est capable de faire, puis ensuite donner aux opérateurs ce qu'il faut pour qu'ils puissent le contrôler. Parfaitement. Puis il y a un cas, par exemple, où pour moi, même si on ne considère pas, mettons, même machine, même produit, si supposons que malheureusement, on n'a pas un département très grand, on n'a pas un gros laboratoire, et sur notre production, on ne fait qu'un test par jour. OK, donc, c'est ça. Dans ce cas-ci, mon regroupement rationnel serait de 1, là. Donc, j'utiliserais une carte IMR. Oui, c'est tout à fait d'accord. Quand les données sont... il n'y en a pas beaucoup, tu as raison. Oui. OK. Ou à la limite, même à la limite, un test par heure. C'est le même principe, c'est juste changer la fréquence, mais j'ai un test par, et non pas, je collecte 5 échantillons à chaque heure et je teste les 5 échantillons. Si à chaque fois je fais un test à chaque heure, ça peut être discuté qu'un regroupement rationnel serait aussi 1, là. Oui, ça va. Martin, j'avais un autre. Rosaire, je vais te muter. Oui. Et là, je vais activer M. Gilles Bélanger qui a aussi une question. C'est fait. M. Bélanger, vous pouvez parler. Bonjour Martin, ma question est simple. Est-ce que cette fonction-là des graphiques cibles est disponible dans Minitab ou c'est une caractéristique de JMP? C'est une caractéristique de JMP. Par contre, dans ma conclusion, j'en glisse un mot, mais je vais tout de suite voler le punch. C'est en fait, tu voles un punch. C'est possible de le faire en Excel facilement. Les formules sont très simples. Donc, des fois, avec nos clients, on l'a carrément programmé entre guillemets. C'est pas de la grosse programmation en Excel. OK, merci. Donc, là, je vais me réactiver. Puis, Martin, tu pourras continuer. En fait, je vais donc conclure parce qu'il est déjà très près d'une heure et surtout parce que je suis rendu à la page qui s'appelle Conclusion. Donc, oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Qu'un même indice de capacité peut signifier vraiment différents pourcentages de non-conformité. Donc, comme on l'avait vu dans l'exemple, le même CPK de 0.5 pouvait représenter des fois 13% de défaut ou des fois 7% de défaut, dépendant, il vient d'un procédé qui est distribué comment. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose à retenir parce que ce que je constate, c'est souvent des choses qui sont ignorées par les gens, puis ils ne font que regarder le CPK en assumant à chaque fois que ça va donner le même pourcentage de défaut. Deuxième chose, que pour tout ce qu'on a fait là, c'était basé sur la distribution normale, tous les estimés de pourcentage de défaut, etc. Donc, faut s'assurer donc pour que ceci soit valide, que nos données ne s'éloignent pas trop de la normalité. Et que le graphique cible, ça permet quand même assez rapidement de diagnostiquer quels procédés sont bons, lesquels sont moins bons. Et dans le cas de procédés qui sont moins bons, rapidement aussi, est-ce qu'on devrait en faire un projet, par exemple Lean Six Sigma, qui va surtout viser à recentrer, viser à réduire la variabilité ou potentiellement peut-être faire un peu des deux, là.
Juste à titre d'information, j'ai présenté le cas le plus simple, qui est des cas où on avait à chaque fois une spécification inférieure et une spécification supérieure, mais le graphique cible, il s'adapte aussi au cas où on a une seule spécification. Par exemple, une seule spécification supérieure. La présentation et l'interprétation peuvent être adaptées, donc ça fonctionne aussi. Ici, c'est un cas dans Excel, donc oui, le graphique cible peut être construit en Excel, c'est pas très, très compliqué. Et quand j'ai parlé de l'importance de la normalité, bien, il faut savoir aussi qu'il existe des analyses de capacité pour des données non normales. Ça se fait et dans JMP et aussi dans Minitab. Et donc, c'est pas parce qu'on n'a pas, nos données n'ont pas une distribution normale de façon habituelle. Donc, leur distribution naturelle, c'est une loi qui n'est pas normale, qu'on ne peut pas faire d'analyse de capacité là. Martin, j'ai une autre question. Je vais donner la parole à Mme Louise Riendeau. Donne-moi 30 secondes. Là. Madame Riendeau, vous pouvez y aller. Bonjour. Ben, ma question était sur le fait que souvent on prend pour acquis, ou en tout cas, il faut mesurer si la distribution est normale, mais quand elle ne l'est pas, qu'est-ce qu'on fait? Mais j'ai vu par la suite qu'on utilise d'autres tests, là, finalement, d'autres options. En plein, c'est ça. Il y a vraiment, ça dépend, la non-normalité provient de. Elle ressemble à quoi finalement? Comme là, ici, là, je vous montre une non-normalité qui provient souvent d'un phénomène, c'est quand on est près d'une limite physique. Supposons que je mesure mon indicateur de performance, c'est un résiduel de produits chimiques. Et idéalement, je vais me trouver à 0 parce que je ne veux pas de résiduel de mon produit chimique. Et si je suis très bon, je vais être très souvent près de 0, puis des fois, il va en rester. Donc, ça va souvent donner des distributions qui ressemblent à ça, où on voit dans l'histogramme qu'on est très souvent près de 0, puis plus rarement, on s'éloigne de 0, qui donne des distributions qu'on va appeler asymétriques. Dans ce cas-là, dans Minitab, dans plusieurs logiciels, on peut ajuster, par exemple, une distribution exponentielle qui nous permet de faire l'analyse de capacité quand même. Si la non-normalité vient du fait qu'on a un mélange de deux systèmes, par exemple deux normales, bien là aussi, certains logiciels, entre autres Jump, permet même d'ajuster des distributions binormales et calculer la capacité. En fait, il existe des solutions à tous les cas. C'est juste que des fois, c'est existant ou pas dans les logiciels. Là. OK, il faut faire des ajustements finalement, là, des corrections. Ah, en plein ça, oui. Comme calculer les indices de capacité, comme si je le faisais en assumant la loi normale sur les données que je démontre là, qui sont fortement asymétriques. Comme là, juste avec les pourcentages, avec une normale, on s'attend à 19 de non conformes, quand pour de vrai, on a eu 8 donc, en fait, c'est que les chiffres sont vraiment erronés parce que l'hypothèse de base, qui est la normalité, ne tient pas du tout. Là. C'est dangereux. Donc, on pourrait avoir l'impression que le procédé n'est pas très bon, mais en fait, ce ne sera pas ça. C'est qu'il a l'air pas très bon juste parce que sa distribution n'est pas normale. Oui. Merci. Donc, je recoupe le son. Et je crois que c'est la dernière. Pour terminer, juste un petit aparté sur les règles du pouce. J'ai souvent vu des entreprises qui, par défaut, soit leurs clients ou demandent à leurs fournisseurs d'avoir des CPK de 1.33. Et je veux juste dire, attention, il faut vraiment comprendre, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on a de besoin? Ou est-ce qu'on a besoin de mieux que ça peut-être? Ou peut-être moins bien que ça? C'est des fois un danger que j'ai vu quand je demande aux gens pourquoi on demande un CPK de 1.33. Ben, la réponse est un peu nébuleuse, là. Fait que c'est bien comprendre finalement que le CPK qu'on demande est associé après ça à un pourcentage de défaut qu'on s'attend à observer. Et que d'avoir une attente qui est trop élevée, c'est pas mieux qu'avoir une attente pas assez élevée. Et c'est encore pire d'avoir une attente qui est basée sur rien, qui est juste parce que 1.33, c'est ce qu'on est habitué de voir dans les livres. Là. Donc, c'est tout. Parfait. Ben, merci, Martin. J'espère que c'était utile à plusieurs d'entre vous. Avant de terminer, conclure, je voudrais remercier la division statistique qui nous a approchés pour faire un webinaire en français. Donc, c'est vraiment un des partenariats et c'est notre stratégie à l'Association Montréal francophone de faire des partenariats avec différents groupes. Merci, Martin, pour ta conférence. J'espère que ça a aidé plusieurs personnes.
Le webinaire a été enregistré, donc d'ici à peu près une semaine, vous allez avoir les liens sur YouTube et il sera aussi disponible sur la page web de ASQ Montréal francophone. Donc, vous allez pouvoir réécouter si vous voulez avoir un peu plus d'informations. En fermant votre webinaire, en fait, vous allez avoir un sondage qui va popper. On vous demanderait de bien le compléter pour nous donner du feedback et nous permettre de nous améliorer parce qu'à chaque fois, on a besoin de devenir un peu plus meilleur. Et vous savez que Martin va pouvoir analyser les résultats pour garder le côté statistique de tout ça. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée. Thanks, Adam. We have just finished.